Bonjour, je me présente donc, je suis Rosendoli, et qui va commenter ce film, accompagné de Jérôme Soufflet, qui s'occupait de l'acquisition et du montage du Tondero. Et maintenant, on est en train de voir la présentation de Steven Iserlis, qui en 2007 a déclaré à propos de la sarabande comme cette danse d'origine baroque a eu l'influence espagnole et aussi de l'Amérique latine pour nourrir un peu les suites de violoncello de Bach. Et cette danse est arrivée encore au Pérou, et avec les influences des danses galiciennes d'Espagne et la musique aborigène et celle de l'Afrique noire, a donné donc les tondero. Donc je te laisse la parole peut-être pour que tu puisses nous dire quelque chose pour ce film. Et Jérôme, vas-y. Oui, alors on est en train de regarder, comme tu as dit, le début. Ce qui était pas évident à faire, c'était justement d'incruster les panneaux, les titres, pour que ça reste toujours dans une taille lisible à l'écran et en même temps que ça ne sorte pas de l'image. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est partie du bricolage et du savoir-faire de Jérôme qui a permis que ce film soit visible pour tous. Et moi, que j'avais aucune expérience dans le montage, l'édition, je, bien sûr, savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment arriver. Donc, c'est Jérôme qui a la technique et qui a bricolé tout ça pour que maintenant nous puissions voir. C'est par exemple ce montage-là qui vient ici, cette incrustation de lecture et sur la scène que nous sommes en train de voir, c'est au ralenti et de la cérémonie de vernissage de l'inauguration de la troisième performance, plus l'inauguration de la Pinacothèque. Tu dis que tu parlais de bricolage, mais pourtant on a utilisé un logiciel professionnel, ce qui nous a obligés également à trouver les outils, toutes les possibilités du logiciel, en tout cas on va dire un petit pourcentage de ces possibilités pour arriver à faire ce que l'on voulait, parce que contrairement à un programme on va dire grand public où on peut avoir les outils facilement, là justement c'est caché, il y a tellement de choses possibles que en fait on a passé beaucoup de temps aussi pour trouver le moyen de faire ce que l'on voulait précisément. Oui, on pourrait même dire que la réalisation de ce film, je parle du montage, les fondus et toutes les astuces techniques qui vont avec, devienne une œuvre en elle-même. La qualité, c'est à vous de la juger. Je ne parle pas d'une œuvre artistique nécessairement, mais d'une œuvre filmique, parce que ça demande un pari, savoir ce qu'on veut faire, et pour arriver à véhiculer un sentiment. Bon, dans ce cas-là, comme vous avez pu lire, c'est montrer la danse, sa complicité avec la peinture, et la performance donc, c'est-à-dire faire cette alliance entre un art vivant comme la danse et un art plus figé, plus réfléchi, et qui pourrait être la peinture. Donc la présentation est finie maintenant. On passe maintenant avec un fondu du noir vers ces premiers panneaux à la performance 1, c'est-à-dire Tondero 1, à la cour extérieure du musée municipal Vicus. C'était le 18 juillet 2008. Je voulais ouvrir cette séquence avec des images qui sont tout à fait prosaïques, tout à fait
soi-disant banales, parce que souvent quand on ouvre une porte soi-disant artistique, on présente des galeries ou des choses très épurées. Et là, je voulais plutôt montrer derrière du décor, la partie un peu cachée, non? C'est-à-dire le côté de balayer, par exemple, cette surface de la cour, la préparation des panneaux en bois. Par exemple, ici, les premiers, vous pouvez les voir, c'est les panneaux qui ont été spécialement préparés par les organisateurs et pour pouvoir supporter le poids des danseurs. Et la première chanson que vous êtes en train d'écouter ici, c'est Cholita Norteña, oui, interprétée par la chanteuse péruvienne Cecilia Barraza. D'ailleurs, pour ma part, je pourrais te dire que je pourrais l'écouter toute une après-midi en boucle sans aucun problème. Ce que j'ai fait d'ailleurs presque quand il a fallu que je refasse des retouches au niveau du montage. Je faisais exprès d'écouter les morceaux, la piste son en entier, jusqu'à arriver à l'endroit précis où j'avais une modification à faire, mais j'écoutais depuis le début et je laissais après aller, j'arrivais jusqu'au fond de la chanson, rien que pour entendre la façon dont elle se termine. Ah oui, mais dis-moi Jérôme, tu faisais ça pour les soucis perfectionnistes de ton métier, les soucis du son, aussi parce que ça te plaisait, la mélodie, le rythme, je sais pas. Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que je t'avoue que moi-même, j'aime beaucoup de ta musique, mais si je l'écoute souvent, j'ai besoin de changer, j'ai besoin parfois des moments vides en silence pour pouvoir la réapprécier. Et là, ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu quand même. Ah, donc ça va. Donc l'auteur de Cholita Norteña, c'est Adolfo Celada. Et la troisième chanson qui va venir dans cette performance, c'est aussi Cholita Norteña, mais interprétée par un ensemble local de Piura. Là, vous venez de voir que Claudia, la danseuse, elle a presque tombé parce que c'est la première fois qu'il rentre en contact avec la peinture avec ses pieds et c'était tellement glissant donc il a fallu que son partenaire puisse l'aider. Et je pense que c'est important de dire qu'ils avaient été très très complices, très partants pour toutes les indications que je leur ai données, et même que pour la première performance, ils essayaient de venir, ils voulaient venir avec leurs costumes d'apparat, les costumes traditionnels. Et là, une petite parenthèse, la chanson que vous êtes en train d'écouter, c'est une chanson de Segundo Campoverde Celi, qui est très très connu dans la région. Et ce tondero s'appelle Arenas, sable en français. Donc je disais que pour cette première performance, je leur avais demandé de venir plutôt en costume de répétition, ou plutôt en costume très très collant, très moulant, pour que le public, c'est-à-dire vous, là maintenant, vous puissiez apprécier mieux la charpente anatomique, vous puissiez mieux voir les mouvements des hanches, tous les mouvements du corps, qui parfois n'est pas très évident lorsqu'ils sont avec leurs costumes. Bien sûr, quand ils sont avec leurs costumes, c'est un autre type de beauté, la manière comment ils prennent les tissus, comment ils font des figures. Et donc là, je pense que vous pouvez apprécier les deux. Parce qu'on regarde beaucoup le costume, justement. Oui, oui. Et là, ces costumes quotidiens, qu'est-ce que tu en penses, ces costumes? Disons que c'est pas un costume, en vérité. Ben là, c'est la danse en elle-même qu'on regarde. C'est eux qu'on regarde, et non pas, comme je disais, le costume. D'abord,
Quand on est en costume, on va regarder le costume, les couleurs, si ça marche ensemble, pourquoi il y a telle couleur à tel endroit, pourquoi il y a le chapeau, pourquoi il est comme ça, la robe, pourquoi elle est comme ça. Et puis après, eh ben, le temps qu'on a passé tout ça, eh ben, en fait, la danse, elle est finie. Oui, si il faudrait un costume idéal, pour moi, ça serait la peau, c'est-à-dire qu'il puisse danser nu. Et là, on verrait tous les détails. Mais je n'avais pas suffisamment confiance avec les danseurs pour pouvoir leur demander ça. En plus, donc, la demande, je pense qu'elle aurait pu être malvenue par la pudeur, par la conception qu'ils ont de la danse, non? Ou du nu, carrément. Là, ces plans que vous êtes en train de voir sont passés, je pense, au ralenti, parce que la prise avait été trop vite et on a dû ralentir pour pouvoir mieux voir les détails. Et cette séquence-là, elle est très différente à la première parce que j'avais demandé au caméraman de différencier une prise ou des prises de vue très larges avec un plan fixe sans faire des zooms. Là par contre j'avais dit pour ceux qui veulent voir les détails de plus près, la manière comme les pieds touchent par terre ou touchent du bois, que c'est le cas de le dire, et je leur laisse un peu plus de liberté aux caméramans qu'ils sont habitués de filmer en faisant des balayages, en faisant des approchements, des éloignements. Et donc là, c'était un peu une marge de liberté que je donnais aux caméramans. Là, par exemple, vous voyez, les caméramans suivent les mouvements, ils s'approchent, ils s'éloignent. Tandis que pour la première danse, je voulais que le public ou que les spectateurs de ce film puissent se sentir comme si c'était présent, avec tout un plan large où ils puissent choisir l'angle ou la partie du corps qu'ils voulaient. Ici, c'est un balayage vers la droite où je suis en train de préparer des dessins aquarellés, c'est-à-dire des dessins au marqueur qui ultérieurement seront aquarellés, peints. Et le format c'est de 50 por 60. La chanson dont je vous avais parlé, c'est la même que la première interprétée par Cecilia Barras. Donc je parle de Cholita Norteña, et que cette fois-ci est interprétée par un autre ensemble local. Et donc pour revenir à droite de votre écran, où je suis installé et en train de faire le dessin, je suis en train de croquer pour pouvoir dessiner par la suite sur le même tableau, inspiré de ces premiers croquis. Mais c'était aussi avec l'intention de faire une cinquantaine de dessins qui ensuite seront encadrés et exposés dans une pinacothèque dans le même bâtiment, mais à côté du musée. Au musée devraient être accrochées les 3 peintures murales. Donc là, pour l'instant, nous sommes toujours sur la première performance. C'est à la deuxième performance, les jours suivants, que vous allez voir les danseurs avec leurs costumes. Donc là, ils sont en train de commenter les premiers dessins. Et la musique de Bach revient. Et cette fois-ci, c'est les préludes de la suite, de la première suite de violoncelle de Bach. À l'introduction, vous avez entendu la sarabande plutôt, parce que c'est approprié plus au texte. Donc je préférais, dans les montages du film, accompagner les images de la peinture ou du dessin avec cette musique-là, un peu pour donner une aspiration universelle, un peu plus internationale à une question locale. Mais aussi parce que c'est un souvenir de mon enfance, cette musique de Bach et celle de Tondero. Là, c'est la présentation de la performance 2, le lendemain. Donc là, vous me voyez arriver avec ma famille. Et donc, on va rencontrer les danseurs
voilà, ils sont venus avec leurs costumes traditionnels dont Jérôme parlait. Là, par rapport à la musique, Jérôme, tu me commentais les commentaires d'une amie qui disait quel genre de musique tu écoutes là, c'est une musique chiante, qu'est-ce que tu disais là? Alors, dis-nous un peu ton impression, ou l'impression, parce que je trouvais que c'était intéressant. Par rapport à cet ami. Oui. Oui, on était en train de... Ben moi, je retravaillais un petit peu sur le montage, sur ce qu'on avait fait dans l'après-midi, et puis tu m'avais envoyé, je crois, un courriel pour me dire, voilà, à cet endroit-là, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas, donc je l'ai retravaillé à la maison, et donc j'avais la musique derrière moi, et elle me disait, c'est quoi que tu écoutes? Mais je dis, c'est de la musique classique. Oh, c'est nul, voilà. Tu écoutes ça? Ah bah oui, je suis en train de faire un montage de film. De toute façon, je lui ai dit que ça m'intéresse, que la musique me plaise ou pas. De toute façon, ça change pas grand-chose. Le montage, c'est déjà en lui-même, c'est déjà bien. Donc, en fait, même si là la musique me plaît, ça passe, ça n'a pas d'importance. Et, étant donné que dans cette performance, je parle du deuxième jour, parce que chaque jour il y avait une peinture différente, étant donné que cette performance avait commencé avec un tout petit peu de retard, 15 minutes de retard, les danseurs n'étaient pas là, donc je commençais à gribouiller, à tracer quelques croquis, quelques dessins sur la toile, sur la base blanche vierge, et c'est après coup qu'ils ont dansé par-dessus. Donc c'est pour l'instant un processus de réalisation. Le soleil, comme vous pouvez voir... Oui, pardon. Oui, ben c'est ça justement. Nous, c'est là qu'on a dû essayer d'adapter pour récupérer l'image. Parce que il y avait trop de soleil. On a fait comme on a pu. Oui, mais finalement, je trouve que les contrastes, ça lui donne une bonne patte à cette scène, parce que montre un peu le soleil de Piura, que c'est la zone nord du Pérou. Mais on arrive à voir quand même ce qui se passe à l'ombre. Là, je demandais aux danseurs de marcher sur certains endroits qui me manquaient un peu plus de peinture. Ici, les caméramans, qui, je pense que c'était un de mes neveux qui filmait, et s'est placé mieux. Et là, on peut voir quelques croquis sur les vifs pendant que les danseurs étaient face à moi. Donc la musique que vous entendez, ce n'est pas celle qu'ils dansaient, évidemment. C'est la musique à débat qui a été incorporée au montage. Mais comme je disais, non, mon parti pris, c'est que pour les dessins et le côté universel, je voulais que reste cette musique baroque. Et je pense que le prochain dessin, vous allez voir une chose tout à fait hasardeuse, non? C'est-à-dire, comme ça se passe souvent dans les dessins, c'est-à-dire dans la réalisation de la couleur, l'application de ces aquarelles-là que vous êtes en train de voir. Et il y a parfois des accumulations qui échappent à notre volonté. Et c'est le cas au moment que je suis en train de passer de la couleur à la jambe du personnage masculin. Et comme vous voyez, le dessin n'est pas fini, mais c'est la couleur qui va le finir. Et au moment que je soulève les pinceaux, voilà, juste à ce moment-là, que l'accumulation fait les angles, on fait les doigts des pieds. Donc la musique continue. Et il y a un petit balayage au ralenti. Comme tu te souviens, Jérôme, on a dû ralentir, je crois. Souvent, d'ailleurs. Oui. Pour ce type de séquence, on a dû ralentir à 50% ou à 25%. Non? Parce que oui, celle-là peut-être. Oui. Ouais. Parce que c'était trop rapide pour la... Il y a les panneaux aussi, ouais. Mais on le verra après. Donc là, c'est une couche ultérieure. C'est un peu plus chargé
rouge. Certains amis qu'on a déjà commencé à voir les films en construction me disaient mais qu'est-ce qu'ils disaient les danseurs, comment réagissaient. Bon, au départ, les premiers moments, ils étaient un peu surpris, étonnés non, de qu'ils puissent faire une peinture comme ça. Et même ils me suggéraient, me disaient il faut peut-être mettre un peu plus de couleurs là ou cette forme-là. Évidemment, je les écoutais, mais je les disais vous allez voir après qu'est-ce que ça va donner. Pour leur dire que leur opinion m'intéressait, mais que je ne pouvais pas suivre nécessairement ça parce que je savais déjà à peu près ce que je voulais faire. Moi je savais aussi, mais pas autant que toi. Donc. Des fois Ah oui, comment tu le savais? Non, mais quand tu me le disais, mais j'étais pas forcément sûr. Je prenais des fois des initiatives sans trop savoir si c'était ça. Bon, en gros, ça allait à peu près. Donc. Oui, mais je pense qu'il y a un feeling, quelque chose qui se passe au moment du montage, que même sans la parole, on peut. Parce qu'au fur et à mesure que je vois le film, je découvre ce que tu voulais faire. Donc, je comprends pourquoi il y a ça à tel endroit, pourquoi. Oui, oui. Ouais. Donc c'est un film comme les autres finalement. C'est-à-dire qu'il faut le revoir plusieurs fois pour tout comprendre. Oui, oui. Mais justement, comme les autres, je me pose maintenant la question, non, parce que c'est un plaisir nombriliste. On se fait plaisir à soi-même par les images qu'on a fait, comment on a participé. Mais je me demande si le public qui est habitué plutôt à des films de fiction ou avec une trame plus de tension puisse suivre ça. Bon, là, je coupe un moment pour continuer la suite. Non, c'est la guitare de Vicente Vasquez qui fait l'entrée de cette troisième partie, qui n'avait pas été prévue, c'est-à-dire, je la considère une performance improvisée. Pourquoi? Parce que je vous avais parlé de cette pinacothèque-là, dont devaient être accrochées les aquarelles. Mais comme vous pouvez constater, les murs avaient été peints en bleu foncé, en bleu en gris qui ne correspondait pas à mes attentes, et non plus d'ailleurs aux attentes des artistes de la région, parce que comme c'est une pinacothèque récemment inaugurée qui devait servir pour les autres artistes locaux, et donc ça convenait à personne. Et là maintenant on a commencé à chanter Tania Libertad, le Chardon aux cendres, la fameuse chanson de Cheuca Granda, dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc pour finir l'idée de ces graffitis, donc je parlais aux organisateurs la possibilité de, plutôt que d'exposer les aquarelles accrochées, j'allais dessiner directement sur les murs, de manière à que ce soit une œuvre éphémère, de sorte qu'au moment de les effacer, il passe une couche de peinture blanche ou une couleur neutre. Qui leur permettent donc de passer à autre chose. Oui, oui, comme ça. Et comme ça, tout le monde serait content, hein, c'est-à-dire les artistes locaux, ils auront vraiment une pinacothèque digne de ce nom avec une couleur neutre. Et une manière de forcer la main à une autre partie de l'organisation de la mairie de Piura, que c'est celle qui a financé la performance. Et c'était donc une manière de leur forcer vraiment à changer la couleur. Alors, et moi aussi, je me fais plaisir de gribouiller sur les murs. Autant comme un plaisir d'enfance, comme un plaisir d'adulte. Hein, parce qu'il y a ce côté aussi de véhiculer quelque chose, mais aussi une manière de s'évider, d'improviser. Tu voulais dire quelque chose? Oui, il est quand même joli, hein, ce gribouillis. Et donc, pour revenir à la chanson de Cheuca Granda, c'est une chanson historique pour moi, parce que je la connais depuis mon enfance. Et la version que vous êtes en train d'écouter, de Tania Libertad, date quand même des années 70. Et vous voyez par exemple quand il chante Han de ser breves mis siestas, mis esteros. Donc j'espère que vous pouvez suivre les sous-titres avec la traduction. Et c'est vraiment très beau.
Alors je vous disais que c'est très historique pour moi parce que, pour résumer, il y avait une poétesse argentine qui s'appelle Alfonsine Storni, qui avait eu un chagrin d'amour et s'est suicidée dans la mer, s'est noyée. Et Violeta Parra, son amie chilienne, lui a dédié une chanson que vous pouvez connaître, s'appelle Alfonsina y el mar. Et par l'ironie du destin, donc, Violeta Parra aussi s'est suicidée pour un chagrin d'amour, et Chabuca Granda, qui ne s'est pas suicidée, elle a rendu hommage à son amie chilienne, Violeta Parra, avec Chardon ou Sandro, Cardo ou Ceniza. Alors, pour faire les passages, vous entendez encore les accords de Vicente Vázquez, pour écouter un autre tondero. Là, voilà les premiers accords. Il s'agit donc du tondero San Miguel de Morropón, un tondero de Francisco Reyes Pinglo, interpretado, je mélange ici l'espagnol, interprété par Nelly Parra. Alors si vous réécoutez, vous utilisez la commande de marche arrière et vous réécoutez les Chardon ou Sandro, les Lando, c'est pour cela que je vais utiliser. Vous pouvez entendre comme la voix de Tania Libertad, il fait un contrepoint avec les accords de la guitare, qui sont la base de cette tundette, comme on appelle au Pérou. Ton, 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 ton. Il y a déjà les sources primaires, les germes de cette musique de tondero, qui expliquent la théorie de l'origine du tondero dans les lando. Donc, les danseurs de lando, les lunderos, que finalement, il y a eu ce glissement sémantique de lundero à tondero. Je ne sais pas si, Jérôme, tu peux réagir vis-à-vis de ces deux différences danses, de différentes chansons? Non. Alors, je continue à commenter. Sur ces gribouillages ou graffitis sur les murs, non seulement il y avait la reprise des dessins et des images de la veille, c'est-à-dire des deux premières performances, mais aussi je faisais intervenir avec les signatures des assistants ou parfois des journalistes qui venaient, je leur demandais de signer sur les murs. C'était un poète, ils ne savaient pas, c'était trop sacré, griffonner un mur. Enfin, je réussi à les convaincre de faire n'importe quoi. Et, par exemple, là, vous voyez dans ces coins, il est parti, il y avait une signature, et à partir de la signature, je déroulais, je développais un autre croquis des danseurs. Là, on évoque un petit peu les moments comment les pièces sont trempées dans la couleur. Et comme il y avait 4 salles, nous sommes déjà dans la 4e, où les danseurs sont nus, comme mon fantasme ou comme je voulais les voir, pour montrer mieux les mouvements du corps. Alors ici, il y a une intention plus sexuelle, parce que selon la succession des images, vous pouvez voir qu'il commence à se rétrécir. Donc sur l'écran, les images ne vont pas se rétrécir. On va faire des zooms comme celui-ci, vous voyez, voilà, pour que vous puissiez les voir plus clair. Mais en réalité, on aurait peut-être pu le faire, mais je n'ai pas pensé. On oui. n'a pas essayé de voir ce que ça pouvait donner. Oui. Donc voilà, vous voyez que par rapport aux images précédentes, les traits sont un peu plus gras parce que c'est plus petit. Donc
je voulais que l'image se réduise au fur et à mesure qu'on s'approche à son intimité. Et notre voyeurisme va toucher quand même la sensualité de cette image par l'évocation, c'est-à-dire par les gribouillis de plus en plus ambigus. Donc voilà où vous allez voir, là par exemple, dans ces deux images, là, celle de gauche où ils sont couchés en train de faire l'amour, c'est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus flou. Donc c'était l'intention de rendre cet aspect intime un peu plus secret, plus mystérieux. Là, on arrive au vernissage. Il me semble que le film se déroule un peu plus vite que, que l'impression que j'avais de lui. Bon, donc on est au vernissage là avec la base blanche qui a quelques couleurs parce que j'ai avancé déjà quelques formes pendant que le discours officiel était en train d'être prononcé, lu, etc. Et les premiers moments sont toujours difficiles, surtout pour Claudia, parce qu'elle a les pieds déjà mouillés dans la peinture à l'huile. J'avais oublié de préciser que pour les deux premières peintures, il y avait la peinture à l'huile plus l'acrylique. Ici, je vais mettre en plus de ces deux pigments, j'ai mis de l'acré parce que l'acrylique c'était fini c'est presque fini. Le seul qui m'est resté c'était les blancs. Donc là, c'est Josimar qui est en train de tremper ses pieds dans la bassine des couleurs. Là, il frotte un petit peu. Voilà, ils se sont plus rassurés. Donc ils prennent place dans leur espace. Et pendant qu'ils vont se préparer à danser, là voilà, c'est un enregistrement de la même chanson que vous avez entendue tout à l'heure, c'est-à-dire San Miguel de Morropón, la chanson de Felipe Reyes Pinglo, la chanson qui avait été interprétée par Nelly Parra, mais cette fois-ci par une bande, c'est un enregistrement, un orchestre. J'espère que vous reconnaîtrez la mélodie. Comme d'habitude, le tondero, comme vous avez déjà pu voir dans les premières danses, le tondero est caractérisé par une approche au sol, une manière de se tenir tout près de la terre. L'influence galicienne, vous le voyez par la manière comme on se dandine, comme on bouge les mouchoirs. Un peu les claquettes, mais là les claquettes sont plus marquées par l'influence noire africaine, donc les lando, les lundero, qui est devenu tondero. Surtout qu'ils sont pieds nus. Ah oui, surtout qu'ils sont pieds nus. Et pour une heureuse coïncidence du programme de vernissage, la mairie avait invité un ensemble d'enfants, de percussionnistes enfants, que vous allez les voir tout à l'heure, qui sont très très doués. C'est pour cela que je me suis permis de rallonger la séquence de percussion, peut-être un peu plus que ce qui devrait l'être. Peut-être que vous allez le trouver un peu long. Beaucoup trop. Oui. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, voilà, ça c'est Alors, pourquoi c'était heureuse la coïncidence? Parce qu'il interprète justement un lando. C'est un des landos les plus connus au Pérou. Et c'est un traditionnel, donc je ne peux pas citer le nom de l'auteur. Différent à l'autre lando de Chabuca Grande, de Ricardo Oceniza, Chardon Sandra, et différent aussi à Maria Lando, c'est aussi de Chabuca Grande. Donc dans ces lando que vous êtes en train d'écouter, interprété par les enfants, on entend la percussion, parfois monorythmique et parfois polyrythmique, c'est-à-dire qu'il va y avoir le même groupe qui se scinde, qui se subdivise en 2 ou 3, chacun va de son côté,
et après vont se rejoindre par les truchements des bâtiments de palme, ou la manière comment il frappe avec ses mains les tambours. Pardon, les cajons. C'était une parenthèse que je voulais faire au sujet de l'origine de ces cajons, parce que les esclaves noirs avaient été interdits par les fermiers espagnols ou créoles du Pérou d'utiliser le djembé qu'ils ont amené de l'Afrique, parce que c'était pour les catholiques de l'époque, c'était des instruments du diable. Donc les esclaves ont récupéré les boîtes de whisky des fermiers, ils ont utilisé ça pour frapper, pour s'asseoir dessus et frapper. Donc c'est un instrument de percussion d'origine péruvienne. Par ailleurs, en 1987, lorsque Paco de Lucía est allé faire des concerts au Pérou, on lui a offert un de ses cajons qu'il a ramené en Espagne et qui peu après a été repris par les ensembles de flamenco. Donc, à tout à l'heure qu'ils vont faire les contrapoints, ou une petite figure qu'ils vont faire les enfants, vous allez voir comme ils vont pivoter assis, et on peut voir la caisse de résonance. Voilà, ça c'est le contrepoint. Là, vous voyez comment les différents groupes commencent à se marquer, quelques-uns avec les palmes, des autres s'arrêtent, les autres recommencent, pour après faire une confluence d'un seul rythme syncopé. Le petit garçon que vous voyez à partir de la droite, le 12e, c'est celui qui dirige, hein. Même si ce n'est pas lui qui encourage les autres, mais c'est lui le plus doué. Et c'est le même garçon qui va être appelé par les danseurs. Je vais vous expliquer pourquoi il a été appelé. Et il résulte que pendant la cérémonie, les organisateurs avaient invité un guitariste très très célèbre qui s'appelle Jorge Vega Ugas, plus connu comme Coco Vega. Alors, on l'a invité à jouer de la guitare, un tondero, une marinera aussi, et on m'a demandé la possibilité que les danseurs puissent faire la performance aussi avec lui. Donc je demandais aux danseurs s'ils étaient d'accord, malgré qu'ils n'avaient pas répété. Claudia, la danseuse, elle a été d'accord tout de suite, mais Josimar, il a dit je préfère que je sois accompagné pour la première danse avec un percussionniste, de manière de se repérer mieux. Donc le petit garçon les a accompagnés dans la danse qui va suivre. Et à la danse finale, à la marinera, le guitariste a intervenu tout seul avec les danseurs. Et la percussion va être faite par les claquettes qui réalise Josimar. Donc, pour l'instant, nous sommes avec les enfants, avec la percussion d'un contrapoint, un contrapunto. Vous voyez comment ils s'encouragent, les premiers garçons les plus proches de nous. Et là, ils se régalent vraiment. Hein. Voilà. Ils font la figure, un salut. Ah, combien j'aimerais que ces petits garçons aussi puissent venir comme les danseurs aussi, pour que vous puissiez apprécier en direct. Voilà, vous voyez comment ils se régalent. Ils donnent toutes ces tripes là, et tout son plaisir là. Bon, tu as, Jérôme, que tu as enregistré pas mal de percussionnistes africains aussi. Tu aimes aussi. Oui, j'aime cette séquence. C'était un groupe du Burkina Faso que j'avais enregistré. Là, c'est pareil, je les ai écoutés en continu. Mais il y avait aussi des figures, c'était du spectacle aussi. C'était pas uniquement parce que là, ils bougent pas, enfin ils bougent, mais pas tellement. Il y avait vraiment beaucoup d'images à regarder en même temps. Oui, tu parles de Burkina Faso, oui, bien sûr. Oui, effectivement, ici les enfants restent sur la même place, mais ici la diversité est donnée plutôt par la polyrythmie, par les différentes mélodies qui peuvent sortir de ses cajons, de son corps.
Là, on arrive presque à la fin de leur intervention. Bon, en réalité, l'intervention était plus longue. Nous, les Péruviens, aimons beaucoup cette partie de la percussion. Mais ici, sur le film, on a dû peut-être faire l'économie pour ne pas empiéter trop dans le thème principal, que c'était le tondero ou la danse. Mais sinon, je pense que les garçons, eux tout seuls, peuvent faire les motifs d'un film. Voilà. Regardez, là, ils sont arrivés là à une simultanéité et une compréhension intuitive du rythme. Là encore, un autre pivotement. Là, si vous aurez pu voir l'attention du public, la vibration surtout. Bon, voilà. Ils sont saoulés par leur propre musique, en fait. Bon, c'est une espèce d'ivrognerie ou d'ensorcellement. Bon, je pense que les arts, c'est son principal mérite. Donc voilà, vous voyez comment les petits accompagnent aux guitaristes. Et ces tonderos-là qui vont danser, et avec une petite influence de marinera déjà, parce que c'est un peu plus aérienne cette partie. Et vous pouvez sentir que la percussion elle est assez importante. Ils ne savaient pas faire la balance, parce que comme j'avais dit, ils n'avaient pas de répétitions préalables. Bon, voilà, un tondero là, comme il se doit, bien proche de la terre. Et ce qui a tranquillisé un peu à Josimar, les danseurs, c'est que c'était la percussion justement. Dans ces moments de tension, justement, qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'allait donner la guitare avec eux, parce qu'ils ont l'habitude de faire avec un enregistrement ou avec des musiciens, mais pas avec ces guitaristes-là. On ne savait pas si ça allait marcher. Bon, finalement, tout s'est bien passé. Mais vous voyez là comment toujours l'allégorie de la séduction du coq à la poule, la synchronisation des mouvements, voilà ces petits pas latérales. C'est très beau là, comment lui il s'approche, il s'éloigne et il fait la coquette. Voilà, Jérôme, les mouvements des jupes que tu adores. Oui. Souvent, on pense, avec juste raison, que la grâce de la jeune fille Claudia est incontestable. Mais parfois, on oublie que la rythmique, la manière, les claquettes du garçon, il soutient toute cette structure pour que justement la jeune fille puisse briller. Donc elle attire évidemment l'attention, mais il ne faut pas oublier que grande partie de cette construction est tenue par les garçons. Là, vous voyez déjà que les couleurs ont été bien étalées. Il y a eu beaucoup de la craie noire sur la base de peinture à l'huile qui a été faible, une couche très faible. C'est les noirs ou les gris qui l'importent. Et c'est sur ces gris-là que plus tard vous allez me voir en train de tracer des lignes blanches à l'acrylique, le reste d'acrylique que j'avais pu utiliser directement du tube comme d'habitude, et après je l'étalais par endroit, soit avec la spatule ou soit avec les mains ou les pieds. Justement, à tout à l'heure, vous allez voir comment le public s'approche du bord de la toile. Et c'était étonné que parfois j'utilise les pieds. Non, de mon côté, c'était pas pour un spectacle ou une impression de plus, mais c'était
surtout pour la question pratique, hein, c'est-à-dire parfois c'est plus rapide de mettre les pieds parce qu'on voit de loin ce qui se passe. Hein. Quand on est trop près, parfois on n'arrive pas à bien voir. Donc là, on passe à la dernière danse. Donc c'est une variante du tondero, c'est la marinera. On pourrait dire l'inverse aussi, hein, que le tondero c'est une variante de la marinera, enfin. Voilà. Vous voyez comment c'est plus aérienne, sont plus dressés. La guitare de Coco Vega, cette fois-ci un peu plus pure, il me semble, que dans la première danse, peut-être parce que la percussion est donnée par les claquettes du garçon et non par une percussion trop dominante qui avait été les cajons, non par à cause du petit qui jouait, mais c'est que la balance n'était pas bien faite. Donc là, je pense que vous pouvez l'apprécier mieux la guitare. Et bien sûr la danse. Tu préfères laquelle, Jérôme, de toutes ces danses-là que tu as vues? Je dirais c'est le là. Ah oui. Alors, raconte-moi pourquoi. Le mouvement des danseurs, justement parce qu'il y a du charme. Oui. Là, c'est une petite pause, là. C'est normal, hein. Et il y a un moment qu'il reprend ses airs pour reprendre encore de la danse. Voilà, observez comment les petits pieds de la danseuse, là, on dirait qu'elle flottait. Et après quelques figures, vous allez apprécier pardon, comment après quelques cercles qui se font, quelques figures où on tourne l'un vers l'autre. Voilà, c'est-à-dire ils font la simulation de s'embrasser et même il y a une manière de s'embrasser de haut vers le bas. Je pense que Jérôme, tu penses à cette partie-là, non? Bien sûr. Voilà. Donc il se baisse, il remonte et quand il descend, il le frôle à peine avec les lèvres. C'est un baiser de cinéma. Non. Je pense que c'est un baiser de la vie quotidienne aussi. Regardez par exemple celui-là, hop. Voilà. Oui, ça dépend. Peut-être que la vie pourrait être un cinéma aussi. Bon, je suis désolé parfois d'avoir envahi les commentaires avec ma voix. Peut-être que j'ai dû donner plus de place à Jérôme pour intervenir. Mais comme Jérôme, parfois, il est trop gentil, il me laisse parler. Et comme je suis bavard, bon, vous pouvez solutionner ce problème en cliquant à la touche correspondante ou en changeant de disque, ou vous pouvez vous faire l'économie des commentaires. Désolé, on est un peu bavard quand on aime parler de ce qu'on fait. Donc voilà, là sont les artistes en général, des étudiants des beaux-arts de Piura, qui n'ont pas résisté à la tentation d'être plus près. Voilà le moment que je vous expliquais du pied. Et, hier que je visionnais ce film avec des amis, ils me demandaient s'il y avait des réactions négatives de la part du public. Je pense que dans un vernissage, le public généralement s'abstient des commentaires négatifs, il essaie de faire plaisir à l'artiste, ou soit parce qu'il le croit sincèrement, soit parce qu'il ne veut pas passer pour un ringard. Mais après coup, j'ai entendu dire qu'il y avait un élu ou deux qui sont partis avant la fin parce qu'ils ne comprenaient rien de tout ce qui s'est passé et que les finances ne devraient pas soutenir, les finances publiques ne devraient pas soutenir ce genre de démarches. Mais j'ai l'espoir qu'ils reviennent voir les tableaux et peut-être vont changer d'avis parce que les tableaux sont restés là-bas sur place
au musée. Bon, voilà, nous sommes à la Pinacothèque. J'ai voulu montrer cette séquence pour montrer la proportion des murs par rapport au public, aux personnes, aussi ses réactions. Il y avait beaucoup de monde. Généralement, on est content, on dit qu'une exposition a des succès quand il y a beaucoup de monde. Mais je relativise ceci parce que c'est pas nécessairement un bon indice. Et ici, je suis content que... Pardon, tu voulais dire quelque chose, Jérôme? Non, mais c'était en revoyant les dessins là que je me rappelais tes croquis sur les feuilles. Et il y en a quelques-uns qui ressemblent un petit peu. Ouais. Comme si tu avais pris refait les dessins. Oui, effectivement. Il y a, au moment de l'épilogue qui va venir après, il y a deux dessins seulement. N'ayez pas peur, hein. Les 50 dessins que je fais, je ne vais pas les montrer dans les films, mais plutôt dans les bonus. Et voilà, ça c'est la troisième toile, c'est-à-dire la toile du vernissage, la troisième performance, qui a été finie une demi-heure après que les danseurs ont terminé de danser. Donc dans cet épilogue, on montre une photographie du musée avec les deux premières toiles accrochées. Bon, je dis toile toujours, mais en fait c'est de la peinture sur bois, des panneaux en bois. Donc ici on présente les dessins. Il y a seulement deux dessins qui sont présentés ici à l'épilogue, c'est celle du garçon, en plan rapproché, en plan éloigné. Également la jeune fille des dos. Ça c'était du premier tableau. Et regarde, Jérôme, la coïncidence de ces tableaux-là qui va surmonter avec ces balayages. On commence avec les mêmes tableaux. Je ne l'avais pas choisi. Oui, mais comme on s'est rendu compte pendant le montage, le hasard, le destin était souvent avec nous pour nous aider. Oui. Pour que les images coïncident parfaitement bien, où le son se termine juste au bon moment. Oui. Bon. Même si on a essayé de le faire exprès, des fois on n'avait même pas besoin de le faire exprès, ça tombait bien. Oui. Oui, je suis d'accord avec cette idée de la coïncidence, non? On a été aidés, voilà. Oui, on dit que le destin, ce n'est que la coïncidence de ce qu'on désire et ce qui se passe. Non? Mais aussi, il faut dire que quand on réalise un film, on est toujours insatisfait, on est toujours chiant, comme tu as pu le constater, Jérôme. Mais je pense que c'est aussi dû à ta patience, parce que personne d'autre n'aurait pas pu supporter combien de rectifications, de corrections, et jamais c'est fini. Jamais, mais il faut arrêter un moment à l'autre. Donc je profite pour saluer ta patience, ta technique. Et plusieurs fois je suis revenu sur des des montages parce qu'il y avait une image qui allait pas. Oui, même je pense que quand tu travaillais chez toi tout seul, là tu le faisais même sans que je te le demande. Oui, moi je le regardais pour savoir si tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait rajouté, même si ça durait 20 minutes, le repasser même en accéléré ou en ralenti, pour voir au moment d'un fondu s'il n'y a pas une image qui apparaît et qui ne devrait pas apparaître, comme c'est arrivé d'ailleurs. Donc revenir en arrière, couper le morceau qui ne va pas, même si c'est juste une image. Oui. Et encore, je suis sûr qu'il doit y en avoir. Oui, toujours il va y avoir quelque chose. Donc ici on arrive à la troisième étoile. C'est un plan rapproché. Et là on s'éloigne pour voir la proportion. Voilà. Je sais que c'est difficile à percevoir la peinture à travers un écran. Il faut aller là-bas au Pérou pour les voir, parce qu'ils sont restés là-bas. Donc on arrive au crédit. Voilà, 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 les danseurs Claudia et Josimar.
la guitare soliste de Jorge Vega Ugaz, Truls Mork, un musicien violoncelliste norvégien, les enfants à la percussion, et les titres des chansons avec leurs auteurs et interprètes. Donc j'ai beaucoup aimé comment tu as fait, Jérôme, les commencements et la fin. Bon, en réalité, ton travail est bon, hein, mais la manière d'intégrer la musique de Landau de Cardo Ceniza, Chardon Sandre de Cecilia Barras, au départ et à la fin. Là, on finit avec elle. On avait commencé avec la sarabande de Truls Mork, de Johann Sebastian Bach. On termine avec le Landau de Cecilia Barras, une chanson de Chabuca Granda, bien sûr. Les remerciements. J'ai tombé sur un film un jour, en fait. Il y avait un générique comme ça. Ah oui? Oui. Voilà, et j'ai vu que ça allait bien. Oui, je trouve que c'est superbe la manière dont tu l'as fini, parce que, bon, ici on n'est pas en train de se faire des fleurs. Oh, mais il faut bien un petit peu. Donc voilà, merci de nous... Avant de recevoir les tomates, Ah oui, on pourra se protéger. Oui, merci de nous avoir accompagnés, donc, et sera à une prochaine fois.